La chambre embaumait son parfum et les valises qu'il avait faites en silence. Elle se tenait sur le seuil, une main appuyée sur le chambranle, le regardant plier une chemise qu'il ne lui avait jamais laissé repasser. Puis elle prononça les mots qui le brisèrent avant même qu'il ne soit parti. « J'ai toujours su que tu partirais un jour, Caspian. Je pensais simplement que tu aurais la décence de le faire avant que je cesse de t'aimer. » Il s'effigea. La chemise resta à moitié pliée entre ses mains. Dehors, derrière les hautes fenêtres de la propriété, la pluie tombait en colonnes lentes et régulières sur l'allée de gravier, et quelque part dans une autre pièce, une horloge égrenait les secondes avec la patience d'une chose qui n'a rien à perdre. Il avait répété ce moment pendant des semaines. Il ne s'était pas préparé à elle, et même l'homme le plus redouté de Troisville ne savait comment se comporter avec une femme qui refusait de saigner. La propriété se trouvait au bout de Morny-Lannes, un chemin privé qui serpentait à travers 6 acres de vieux châtaigniers à la limite nord de Saint-Aurel. Depuis le portail en fer forgé au pied de la colline, la maison ressemblait à une demeure qu'un riche étranger aurait pu photographier avant de l'oublier. De l'intérieur, elle évoquait un musée où quelqu'un avait jadis tenté de vivre. Les murs étaient d'un gris pierre pâle. Les parquets en noyer foncé étaient si brillants qu'on y voyait la moindre trace de pas. Les plafonds étaient si hauts qu'on y entendait des voix, et les fenêtres si hautes qu'elles laissaient entrer cette lumière froide de novembre qui se posait sur les meubles sans les réchauffer. Dans le couloir, des tableaux valaient plus cher que la plupart des maisons. Il y avait des tapis provenant de contrées qu'aucun d'eux n'avait jamais visitées. Il y avait 3 salons, 2 bibliothèques, une cave à vin et une cuisine assez grande pour accueillir un banquet. Et pourtant, la seule pièce qui semblait habitée était le petit coin repas où elle prenait son café le matin. Le domaine était un cadeau de mariage qu'il s'était offert. Caspian Vorat l'avait acheté l'année de leurs noces, comme d'autres hommes achètent une bague. Il lui avait alors dit que c'était une forteresse. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que les forteresses protègent autant de l'intérieur que de l'extérieur. Pendant 9 ans, elle avait arpenté ses couloirs en pantoufles et chaussures silencieuses, attendant que les pièces lui semblent un jour familières. In vain. Elle lui avait toujours appartenu, ainsi qu'aux hommes qui arrivaient à des heures indues et aux réunions qui s'achevaient par le départ des voitures avant l'aube. C'était une belle maison. Une maison fatiguée. Et ce soir, après 9 ans de silence, elle allait se transformer radicalement. Elle s'appelait Inessa Vorat et, à 34 ans, elle était passée maître dans l'art de se faire oublier. Ses cheveux couleur sable lui descendaient jusqu'au milieu du dos, généralement relevés en un chignon lâche à l'aide d'un peigne en écaille qu'elle possédait depuis l'université. Ses yeux, couleur thé léger, légèrement tombant au coin, avaient ce regard qui, même lorsqu'il n'était pas le cas, donnait l'impression d'une profonde tristesse. Intelligente, elle avait appris à dissimuler son intelligence, car il n'appréciait guère qu'on la contredise. Elle était chaleureuse, mais elle avait appris à doser sa chaleur comme du sucre, car la chaleur, donnée librement, était quelque chose dont il lui avait appris à avoir honte. Elle l'avait épousé à 25 ans lors d'une petite cérémonie dans une chapelle près de la côte, avec seulement 14 invités et un bouquet emprunté. Elle l'avait aimé alors. Elle avait aimé celui qui ouvrait les portières de voiture, se souvenait de l'anniversaire de sa mère et lui apportait le thé le matin sans qu'elle le lui demande. Cet homme avait duré environ 3 ans. Celui qui lui avait succédé avait le même visage et la même voix, mais il parlait une autre langue, faite de longs silences et de brèves déceptions, et de la lente et chirurgicale disparition de tout ce qui, autrefois, le faisait rire. Elle ne savait pas exactement quand elle avait cessé de l'aimer. Il n'y avait pas eu de moment précis, pas de gifle, pas de trahison qu'elle puisse nommer. C'était plutôt comme la marée qui se retire. Un jour, elle avait regardé en face d'elle à table et avait réalisé que l'homme assis en face d'elle était un inconnu à qui elle avait toujours été polie. Ce que Caspian n'avait jamais remarqué, car il ne voyait que ce qui l'arrangeait, c'est qu'Anessa n'avait pas passé ses années à mourir. Elle les avait passées à se préparer. Chaque matin, depuis 4 ans, elle se levait avant lui, se préparait son café dans le petit coin repas et écrivait pendant 1 heure dans un carnet en cuir qu'elle gardait dans un tiroir qui n'avait jamais ouvert. Ce n'était pas un journal intime, mais un registre. Les noms de ses associés, les dates de ses réunions, des numéros de téléphone entendus par hasard, des adresses mémorisées. Elle ignorait encore ce qu'elle était en train de construire. Elle savait seulement qu'une femme vivant dans une forteresse devait au moins en garder une clé. Chaque jeudi après-midi, alors qu'il la croyait à son rendez-vous habituel chez la coiffeuse Morena, elle se rendait en réalité dans un petit bureau au-dessus d'une librairie du vieux quartier de Saint-Aurel, où une certaine Tibrouzard lui apprenait discrètement, pour 200 € la leçon, à déchiffrer des contrats, à retracer des actifs et à disparaître sans laisser de traces. Et chaque soir, après que Caspia se soit endormie, le dos tourné, elle ouvrait le tiroir du bas de sa coiffeuse et touchait la petite pochette de velours qui contenait un seul objet, une clé. Non pas celle de cette maison, mais celle d'une autre. Une petite maison en pierre sur la côte, que sa grand-mère lui avait léguée dans un testament que Caspia n'avait jamais lu, car il avait toujours tenu pour acquis, comme à son habitude,
que tout cela n'avait aucune importance. Chaque matin, elle tressait ses cheveux comme sa grand-mère le lui avait appris. 3 mèches égales, délicatement tirées et agrémentées d'un fin ruban qu'elle gardait dans le même tiroir que la clé. Elle ne le faisait pas parce que Caspia le lui demandait. Elle le faisait parce que c'était le seul moment de sa journée qui lui appartenait. Et ce soir-là, debout sur le seuil de la chambre, tandis que son mari préparait une valise pour la quitter et rejoindre une femme dont il murmurait le nom en dormant depuis 3 semaines, Inessa Vorat n'avait pas peur. Elle n'avait pas le cœur brisé. Elle n'était même pas surprise. Elle attendait ce soir précis depuis 9 ans. Et lui, il n'en avait aucune idée. Caspian ne l'aimait pas. Il ne l'aimait plus depuis des années. Mais il avait eu besoin d'elle, comme les hommes puissants ont besoin de leurs épouses, comme un drapeau a besoin de son mât. Et Anessa avait rempli ce rôle avec une discrétion qu'il avait prise pour de la dévotion. Le piège ne s'était pas construit en une nuit. Il avait été patiemment tendu pendant 9 ans, pierre par pierre, comme on construit un mur autour d'un jardin et qu'on oublie ensuite que c'est le jardin lui-même qui comptait. La première année, il lui avait demandé de quitter son poste à la maison d'édition en ville, où elle était éditrice junior, avec un petit bureau et un tableau d'affichage couvert de cartes postales d'auteurs qu'il appréciait. Il avait dit que c'était indigne d'elle. Il avait dit que sa femme ne devait pas travailler. Il lui avait dit cela en lui posant une main douce sur la nuque, et elle avait accepté, car elle croyait encore alors que l'amour était une chose pour laquelle on faisait des compromis. La deuxième année, il avait commencé à prendre ses amis en grippe. Il y avait Léora, qui riait trop fort au dîner. Il y avait Saskia, qui avait un jour posé à Caspian une question sur son travail à laquelle il n'avait pas su répondre en public. Il y avait Peiel, qui connaissait Anessa depuis l'école et qui, un jour, lors d'un long trajet en voiture pour rentrer chez elle, lui avait demandé doucement si elle était heureuse. Une à une, Caspian avait trouvé des raisons, un malentendu par-ci, une offense perçue par-là. Au bout de 4 ans, les appels téléphoniques avaient cessé, les invitations à dîner aussi. Les femmes qui avaient jadis empli sa vie s'étaient éloignées comme des feuilles emportées par le courant, et Anessa, seule dans une pièce qui se vidait, s'était dit que c'était ça, le mariage. La 5e année, sa mère était décédée et Caspian était parti en voyage d'affaires, comme il disait. Il était revenu le matin des funérailles, cravate noire et excuse teintée d'un autre parfum, et Anessa n'avait rien dit, car elle avait déjà compris que les paroles ne changeaient rien. La 6e année, elle avait cessé de lui demander où il allait le soir. La 7e année, elle avait cessé d'attendre des réponses quand elles arrivaient. La 8e année, elle avait commencé son carnet. Et ce soir, la 9e année, un mardi de novembre, sous la pluie battante qui tombait sur les châtaigniers, Caspian Vorat avait finalement décidé qu'il voulait une autre femme. Il était entré dans la chambre et l'avait annoncé comme on annonce un changement de temps. « Je m'en vais », avait-il dit. « Il y a quelqu'un d'autre. » Il s'attendait à ce qu'elle pleure, à ce qu'elle le supplie, à ce qu'elle s'effondre silencieusement, comme une femme qui avait bâti toute sa vie autour d'un homme. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était à ce qu'elle sourit. « Qui est-ce » demanda Inessa sans le regarder. Elle avait traversé la chambre et était assise sur le petit banc de velours au pied du lit, les mains jointes sur les genoux, le dos droit, le visage impassible comme elle l'était depuis des années. Caspian ne répondit pas tout de suite. Il tenait toujours sa chemise à moitié pliée, et quelque chose dans sa posture avait changé. Un léger changement, celui d'un homme qui, s'attendant à une certaine ambiance, en avait trouvé une autre. « Vous ne la connaissez pas », finit-il par dire. « Elle s'appelle Anouk Varier. » Anouk Fia. Inessa répéta lentement le nom, comme on répète un mot dans une langue étrangère pour être sûr de l'avoir compris. Puis elle hocha la tête presque pour elle-même et dit « La fille de Bellacor. »« Caspian la fixa. » »« Comment le savez-vous » Inessa sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Tu gardais une photo d'elle dans la poche intérieure de ton portefeuille. Caspian. Tu as cessé de le porter il y a 3 ans, mais tu l'as remplacé. Il y en a une copie dans le tiroir de ton bureau, dans le bureau, derrière la boîte de cigares que tu ne fumes pas. Je sais pour elle depuis très longtemps. » Le silence qui suivit fut le plus pesant que la chambre ait jamais connu. Caspian déposa la chemise sur la valise. Il ne la regarda pas. Il regarda la pluie sur la vitre. « Pourquoi n'as-tu rien dit » finit-il par demander. Inessa inclina la tête. « Pourquoi aurais-je dit quelque chose ? Tu n'as pas cessé de m'aimer à cause d'elle. Tu as cessé de m'aimer bien avant elle. Elle n'était que la porte que tu as enfin trouvée. » Il se tourna alors vers elle, et après des années à la scruter à travers ses yeux, il vit sur son visage une expression qu'il ne reconnut pas. Ni colère, ni mépris, quelque chose qui ressemblait plus à de la peur. La peur d'un homme qui allume une allumette et découvre qu'il se trouve dans une pièce différente de celle qu'il croyait. « Tu l'as toujours su, » dit-il. Cela ne faisait aucun doute. « Je l'ai toujours su, » répondit-elle. Il s'assit sur le bord du lit. Le matelas s'affaissa sous son poids. Un instant,
Il parut plus petit qu'il ne l'avait été depuis des années, plus petit que le costume qu'il portait, plus petit que la maison qu'il avait achetée pour l'abriter. Andessa le regardait avec le même calme qu'elle avait affiché ces 4 dernières années. Le calme d'une femme qui avait cessé d'attendre quoi que ce soit d'un homme et qui, par conséquent, avait cessé d'être déçue par lui. J'aurais dû te le dire. Il a dit que tu aurais dû faire beaucoup de choses. Que Caspian me le dise n'aurait pas été la première. Il tressaillit. Un léger tressaillement. Elle le vit. Je veux que tu saches, commença-t-il, que ça n'a rien à voir avec toi. Elle rit. Un rire doux, presque tendre, qui le surprit tellement qu'il se tut et la regarda simplement. Elle ne riait pas souvent. Elle n'avait pas ri en sa présence depuis peut-être 2 ans. Ce rire était comme trouver une pièce de monnaie dans un manteau qu'on n'avait pas porté depuis le printemps. Bien sûr que non, ça n'a rien à voir avec moi, dit-elle. Rien n'a jamais. Tu n'as pensé qu'à moi, Caspian. C'est la seule chose constante chez toi. Il ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Il avait bâti sa vie sur son don pour trouver le mot juste. Elle avait réduit à néant chacun de ses mots préparés, sans même élever la voix. « Où iras-tu » finit-il par demander, faute de mieux. Elle ne répondit pas. Il attendit. « Inessa, où iras-tu » Elle le regarda alors, et pour la première fois en 9 ans, son regard était celui qu'on pose sur un inconnu dans un train. Polly, détache. Déjà ailleurs, l'esprit ailleurs. Ce n'est plus ton problème, dit-elle. Bien sûr que si. Tu es ma femme. Était. Le mot tomba entre eux comme un caillou dans l'eau calme. Était, au passé, une construction qu'il n'avait pas vue venir. Mon avocat te contactera demain matin, dit-elle. Je suppose que tu resteras à l'appartement en ville ce soir. Celui de Ruda. Celui dont la 2e clé est détenue par une bombe nucléaire. Caspian la fixa. Comment connais-tu cet appartement? Inessa se leva du banc. Elle s'approcha de la fenêtre et contempla la pluie qui tombait sur les châtaigniers. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix n'était ni amère ni brisée. Elle était calme. Le calme d'une femme qui avait renoncé à l'amour depuis longtemps et qui avait enfin obtenu la permission de cesser toute autre forme de jeu. Caspian, dit-elle, tu ignores beaucoup de choses à mon sujet. Tu as choisi de les ignorer. Tu as passé 9 ans à vivre avec une femme que tu n'as jamais pris la peine de connaître. Et ce soir, plus que jamais, ce n'est pas le soir où tu vas commencer. Elle se tourna vers lui. Fais tes valises. Prends ce qui t'appartient. Laisse les clés de cette maison sur la table près de la porte. Demain matin, je ne serai plus là. Et rien de ce qui m'a appartenu non plus. Nous ne nous reverrons plus en dehors d'un tribunal. Tu comprends. Il ne répondit pas, tu comprends, Caspian. Il hocha lentement la tête. Bien, dit-elle. Alors, je vous prie de quitter la chambre. J'ai des choses à faire et je souhaite les faire seule. Sans attendre sa réponse, elle passa devant lui, puis devant la valise, la chemise à moitié pliée, et enfin devant 9 années de mariage qu'elle avait vécues en silence. Elle referma la porte derrière elle avec le clic le plus discret qu'il ait jamais entendu. C'était le bruit d'une porte qui se verrouille de l'intérieur. Mais cette fois, c'était elle qui sortait. Caspian Vorat resta longtemps dans la chambre après son départ. Il avait 47 ans. Il était le 2e fils d'une famille d'armateurs marseillais qui avait bâti sa fortune sur des routes que les capitaines de port étaient payés pour ne pas inspecter. Il avait hérité du nom à 23 ans, lorsque son frère aîné avait été tué lors d'une dispute concernant une dette qui n'aurait jamais dû être recouvrée. Depuis, il avait passé 24 ans à construire un empire qui s'étendait des quais de Saint-Aurel aux entrepôts de Léon, en passant par les arrière-boutiques de Troisville qu'il ne prenait pas la peine de nommer devant des inconnus. Il avait des juges qui le rappelaient avant même que leurs épouses ne le fassent. Il avait, à cet instant précis, dans la poche de son manteau, un téléphone capable de ruiner 4 vies avant même le petit déjeuner. Et il se tenait dans sa chambre, une chemise à la main, incapable de se souvenir pourquoi il était entré. Il s'assit sur le bord du lit où elle avait été assise. Le banc de velours portait encore la légère empreinte de son poids. Il regarda la valise. Il regarda la porte. Il regarda la pluie sur la vitre. Et quelque part au fond de son esprit, dans un couloir qui n'avait pas emprunté depuis 30 ans, un petit garçon se tenait sur le seuil d'une cuisine, dans une maison en pierre près de Marseille, et regardait sa mère faire sa propre valise. Elle s'appelait Béatatrice. Elle avait 26 ans. Elle était très belle et très fatiguée, et elle aimait son mari comme certaines femmes aiment la météo, acceptant sa cruauté comme une fatalité. Caspian avait 7 ans l'année de son départ. Il se souvenait de la valise. Il se souvenait de la pluie. Il se souvenait de ce moment où, planté sur le seuil, il lui avait demandé où elle allait. Et il se souvenait de sa réponse, celle qu'il n'avait pas comprise pendant 30 ans. « Je vais quelque part où j'aurais dû aller avant de rencontrer ton père. Mathie,
Je suis désolé d'avoir attendu si longtemps. Il ne l'avait pas compris alors. Il comprenait maintenant. Sa mère n'avait pas été faible. Sa mère n'avait pas été brisée. Sa mère avait simplement été une femme qui avait mené à bien, en silence, le long travail intérieur du départ, et qui n'avait fait sa valise qu'une fois le départ accompli. Caspian avait passé le reste de son enfance à croire qu'elle l'avait abandonné. Il avait passé sa vingtaine à croire qu'elle lui avait été infidèle. Il avait passé sa trentaine à refuser de penser à elle. Et maintenant, à 47 ans, assis au bord du lit que sa femme avait quitté, avec le même calme qu'avait jadis sa mère en partant, il comprenait pour la première fois que certaines femmes ne partent pas quand leur cœur se brise. Certaines femmes partent le lendemain matin, une fois le chaos terminé et la maison vidée de tout, hormis l'inventaire. Il avait épousé Inessa 9 ans plus tôt, car elle lui rappelait sa mère. Une voix douce, de longs cheveux, un regard sans jugement. Pendant 9 ans, il avait veillé à ce qu'elle ne devienne pas comme elle. Et ce soir, il l'avait enfin poussée à bout. Il prit la chemise, la plia complètement et la déposa délicatement dans la valise, les mains tremblantes. Il se souvint alors d'une question que sa mère lui avait posée un soir d'été, dans la cuisine près de Marseille, alors qu'il avait 6 ans. Elle épluchait des pommes sans lever les yeux. « Caspian, avait-elle dit, connais-tu la différence entre une maison et un foyer ?» Il ne le savait pas. Une maison, avait-elle dit, c'est ce qu'un homme construit quand il a peur de la solitude. Un foyer, c'est ce qu'une femme construit quand elle a enfin surmonté ses peurs. Il ne l'avait pas compris alors. Il le comprenait maintenant. Il ferma la valise. Le son fut faible et définitif, et tandis qu'il se tenait dans la chambre de la maison qu'il avait achetée pour en faire une forteresse, dans le silence d'un mariage qui s'était achevé sans un mot, Caspian comprit qu'il n'avait pas seulement perdu une épouse. Il avait perdu la seule personne qui soit jamais restée assez longtemps pour le connaître. Inessa ne descendit pas. Elle se dirigea plutôt vers le petit coin repas au fond de la maison, la seule pièce qu'elle ait jamais considérée comme sienne, et s'assit à la table ronde en chêne où elle prenait son café chaque matin depuis 9 ans. Elle n'alluma pas la lumière. Elle n'en avait pas besoin. La pluie sur les fenêtres projetait un fin voile argenté sur les murs, et elle pouvait voir suffisamment bien dans la pénombre pour faire ce qu'elle avait à faire. Elle posa son téléphone sur la table. Elle déposa un petit carnet en cuir à côté. Enfin, elle accrocha une simple clé de la maison à un anneau en laiton. La clé que sa grand-mère lui avait léguée. La clé pour laquelle Caspian ne s'était jamais renseigné, car il n'avait jamais imaginé qu'elle possédait une maison qui ne lui appartenait pas. Elle ouvrit alors son carnet à une page marquée 9 mois auparavant et composa le premier numéro. Le téléphone sonna 2 fois. Une femme répondit à la 3e sonnerie, parfaitement éveillée malgré l'heure, comme le sont toujours certains professionnels. À l'appareil, Théa Brouzard. C'est Inessa. Le silence à l'autre bout du fil fut bref et précis. Puis Théa demanda, « C'est arrivé ?» « Oui. Il me l'a dit il y a 1 heure. Il fait ses valises. Êtes-vous en sécurité ?» « Je suis en sécurité. Je suis en bas. Il est en haut. Il ne sait pas que je vous appelle. » « Bien. Écoutez-moi attentivement, Anessa. Je prépare cette conversation depuis 2 ans. Vous devez faire 3 choses ce soir et 3 choses demain matin. Si vous les faites dans l'ordre que je vous indiquerai, demain à cette heure-ci, il n'aura aucun droit légal sur ce que vous ne lui aurez pas donné de votre plein gré. Comprenez-vous ? Je comprens. Premièrement, le carnet. Emportez-le avec vous en partant. Ne le photographiez pas. Ne le scannez pas. Ne faites pas de sauvegarde. Uniquement les originaux. Nous en ferons une copie ensemble à mon bureau. Oui. Deuxièmement, le chalet. Allez-y ce soir. Ne vous arrêtez pas. Ne dites à personne où vous allez. Il y a une femme nommée Alia Anstad qui vit dans le village à 2 kilomètres de chez votre grand-mère. C'est une notaire à la retraite. Elle vous attend. Elle sera authentifiée par votre signature sur un document que je lui envoie ce soir. Vous vous souvenez d'elle. Je me souviens d'elle. Troisièmement, votre téléphone. Jetez-le à la mer avant d'arriver au chalet. Un nouveau vous attend dans la serrure sous le banc en pierre près de la porte d'entrée. Le code et la date d'anniversaire de votre grand-mère. Inessa n'a rien noté. Elle avait mémorisé tout ce que Théa lui avait dit. C'était une des choses que Théa lui avait apprises dans le bureau au-dessus de la librairie, dès la première leçon. Une femme qui écrit peut se faire voler ce qu'elle a écrit. Une femme qui se souvient, non. Théa, oui, il ne va pas nous faciliter la tâche. Je sais qu'il a des gens. Il a des avocats. Il a des hommes qui répondent au téléphone à 3 heures du matin. Je le sais aussi. Moi aussi, Anessa. La différence, c'est que les miens sont meilleurs et qu'ils attendent depuis plus longtemps. Pour la première fois depuis que la porte de la chambre s'était refermée, Inessa sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose d'inquiétant.
Ce n'était pas vraiment de l'espoir. L'espoir était un sentiment de jeunesse. Et elle l'avait dépassé. C'était quelque chose de plus ancien et de plus silencieux. C'était la sensation d'une main qui plonge dans un puits profond et y trouve une autre main déjà présente. À deux mains, Ti. À deux mains, Inessa. Conduis prudement. La route après Vimuyé est inondée en novembre. Prend le chemin le plus long à travers les vergers. La communication fut coupée. Inessa recrocha. Elle le regarda longuement. Puis elle se leva, alla à la cuisine et le laissa tomber dans le grand évier en céramique que sa grand-mère leur avait offert en cadeau de mariage. Elle ouvrit le robinet. Elle vit l'écran clignoter une fois puis s'éteindre. Ensuite, elle monta faire ses valises. Elle ne repassa pas par la chambre. Elle se dirigea plutôt vers le petit dressing au bout du couloir, celui où Caspian n'était jamais entré, car il ne s'était jamais intéressé aux affaires des femmes. Au fond de l'armoire, elle prit un sac en cuir marron souple que sa grand-mère avait porté pendant la guerre. Dans le tiroir du bas de la coiffeuse, elle prit la pochette en velours contenant la clé du chalet. Dans une boîte à chapeau sur l'étagère la plus haute, elle prit une enveloppe remplie d'argent liquide qu'elle amassait depuis 47 mois. Au fond de son coffret à bijoux, elle prit la bague de sa mère. Elle ne prit pas l'alliance. Elle était posée sur la table de chevet, 1 heure auparavant, avant même d'avoir franchi le seuil. Elle redescendit l'escalier. Elle passa devant la chambre d'où elle entendait Caspian bouger lentement, comme un homme sous l'eau. Elle ne s'arrêta pas. Elle traversa le hall d'entrée, ouvrit la lourde porte en chêne et sortit sous la pluie. Elle ne se retourna pas. La pluie était froide, régulière et limpide. Elle traversa l'allée de gravier jusqu'à la petite voiture noire qu'elle avait achetée 11 mois plus tôt et immatriculée au nom de jeune fille de sa grand-mère. Elle posa le sac sur le siège passager. Elle tourna la clé. Le moteur démarra au quart de tour et, tandis qu'elle descendait pour la dernière fois le long virage de Morennes-Eslan, les châtaigniers se courbant légèrement sous le vent et les lumières du lotissement s'estompant dans son rétroviseur, Inessa renifla, Vorat fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 9 ans. Elle baissa la vitre. Elle laissa la pluie lui fouetter le visage. Elle respira. Le cottage était à 3 heures de route. Elle conduisit sans musique, sans parler, sans regarder dans le rétroviseur. La route serpentait à travers de douces collines et des villages endormis, longeait des vergers qui embaumaient les pommes mûres, même les fenêtres fermées, passait devant le petit pont de Vimuyé, où il avait mis en garde contre les inondations et où elle avait pris le long détour à travers les vergers comme indiqué. Elle ne s'arrêta pas à la station-service. Elle avait fait le plein 3 jours auparavant, dans une station-service dont Caspian ignorait l'existence. Elle ne s'était pas arrêtée pour un café. Son thermos, préparé le matin même avec le calme d'une femme qui s'y préparait depuis longtemps, se trouvait dans son sac. En conduisant, elle repensait à celle qui, 11 mois plus tôt, avait emprunté cette même route pour immatriculer la voiture. Cette femme-là avait eu peur. Cette femme-là avait vérifié son rétroviseur toutes les 2 minutes. Cette femme-là avait répété des excuses au cas où Caspian l'appellerait pour lui demander où elle était. Comme un enfant qui répète un mensonge avant d'entrer dans la cuisine. Cette femme-là n'avait pas encore pleinement compris que le départ avait déjà eu lieu des années auparavant, tapis au fond d'elle, et que tout cela n'était que de la paperasse. Ce soir-là, elle ne vérifia pas son rétroviseur. Elle ne répéta pas d'excuses. Le téléphone était au fond de l'évier de la cuisine, rue Morennes, et Caspian ignorait la marque de la voiture qu'elle conduisait. La femme au volant n'était plus celle qui avait besoin de mentir sur ses déplacements. Elle arriva au cottage à 2h27 du matin. Il se trouvait au bout d'un étroit chemin de pierre qui descendait vers les falaises, à demi caché par une haie de romarin et les embruns, avec un toit d'ardoise, une porte bleue et une simple lanterne en fer suspendue près du seuil. Sa grand-mère l'avait achetée en 1961 avec l'argent qu'elle avait économisé en donnant des cours de piano au village, et elle l'avait légué à Inessa avec une simple phrase écrite au dos de l'acte de propriété, pour la journée. « Souviens-toi que tu m'appartiens avant d'appartenir à quelqu'un d'autre. » À 14 ans, Inessa n'avait pas compris cette phrase. Maintenant, elle la comprenait. Elle se gara. Elle trouva le coffre-fort sous le banc de pierre, près de la porte d'entrée. Le code était la date de naissance de sa grand-mère, le 3 avril 1932. Elle le composa. Le coffre s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en carton contenant un téléphone neuf, déjà chargé, déjà configuré, avec un seul contact enregistré sous le nom de Théa. Elle entra dans le cottage. Il sentait le cèdre, les vieux livres et la légère odeur propre de la pierre restée sèche pendant des décennies. Le sol était en terre cuite. Les plafonds étaient bas. Il y avait une petite cuisine avec une bouilloire en cuivre. Il y avait un salon avec 2 fauteuils et une bibliothèque remplie des romans de sa grand-mère. Il y avait une chambre avec une couette blanche et une fenêtre donnant sur la mer. La mer était invisible à cette heure-ci,
mais elle pouvait l'entendre, une respiration lente et régulière quelque part au pied des falaises, le son le plus ancien qu'elle ait jamais entendu. Elle posa le sac sur le sol du salon. Elle ne pleura pas. Elle ne s'effondra pas. Elle ne fit rien de ce qu'une femme moins préparée aurait pu faire. Elle se dirigea simplement vers la petite cuisine, remplit la bouilloire en cuivre au robinet et la posa sur le feu. Pendant que l'eau chauffait, elle ouvrit le sac, sortit le carnet en cuir et le déposa sur la table de la cuisine, à côté du nouveau téléphone. La bouilloire se mit à siffler. Elle prépara du thé. Elle le but lentement, assise à table, regardant la pluie tomber par la fenêtre de la cuisine. Elle pensa longuement à Caspian, non pas avec haine, non pas avec nostalgie, mais avec la petite tendresse lointaine d'une femme se souvenant d'un chien qu'elle avait aimé enfant, un chien qui l'avait mordu une fois et qui lui avait néanmoins manqué un instant après sa disparition. Puis elle termina son thé. Elle rinça la tasse. Elle la posa à l'envers sur l'égouttoir en bois, près de l'évier, et s'endormit. Elle dormit 6 heures d'un sommeil sans rêve dans le lit où sa grand-mère avait jadis dormi, sous la courte pointe blanche que sa grand-mère avait jadis cousue dans la seule pièce au monde où elle avait vécu. Elle n'avait jamais appartenu à Caspian Vorat et n'y appartiendrait jamais. Elle se réveilla à 22h09. Le téléphone sonnait déjà. C'était Théa. « Tu es là. »« Je suis là. »« Comment s'est passé le trajet ?»« Le trajet s'est bien passé. J'ai pris les vergers comme tu me l'avais dit. Le pont était inondé. J'arrive au chalet. Une femme m'accompagne. Elle s'appelle Alia Anstad. C'est la notaire. Nous allons passer les 2 prochaines heures à te rendre légalement intouchable. Es tu prete? Je suis prête. À 11h ce matin-là, Inessa Vorat avait signé 17 documents à la petite table de la cuisine, près de la bouilloire en cuivre. Alia Anstad s'avéra être une petite femme aux yeux perçants, d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs relevés en chignon et portant des lunettes de lecture à chaînettes en argent. Elle avait été notaire en chef pour toute la côte ouest avant de prendre sa retraite et de se consacrer à l'apiculture. Elle lisait chaque document à voix haute avant qu'Anessa ne le signe, et elle expliquait chacun d'eux d'un ton simple et posé. Du français, la langue que parlait la grand-mère d'Anessa. Un acte notarié transférait la pleine propriété du chalet d'une société holding créée par Théa 2 ans auparavant au nom de jeune fille d'Anessa, Inessa Marcusine, nom qu'elle avait porté pendant les 25 premières années de sa vie et qu'elle n'avait jamais cessé d'utiliser. Un inventaire notarié de tous les biens que Caspian avait transférés au nom d'Anessa pendant le mariage à des fins fiscales existait. Des biens qu'il supposait qu'elle ne comprenait pas et des biens dont la liquidation nécessiterait désormais sa signature qu'elle refuserait aujourd'hui de fournir. Une déclaration sous serment, attestée et tamponnée, certifiait l'existence du carnet en cuir et la chaîne de possession qui l'avait suivi. Une déclaration qui rendrait le carnet admissible devant n'importe quel tribunal du pays. Une requête en divorce pour adultère, préparée par Théa 3 semaines auparavant et datée du lendemain matin, mentionnait un conjoint de faits différents par nom, adresse et date du premier contact. Une action civile distincte était intentée pour la restitution des biens acquis avant le mariage, y compris un petit héritage. La mère d'Anessa, que Caspian avait discrètement intégrée à son patrimoine la 3e année de leur mariage, une intégration que Théa documentait depuis 2 ans, était enfin arrivée. Et puis, il y avait cette lettre, non officielle, personnelle, écrite par Inessa elle-même 3 mois plus tôt dans le bureau au-dessus de la librairie, sous l'œil attentif de Théa. Une lettre à remettre à Caspian Vorat à son appartement de la rue de la, par un service de messagerie sans accusé de réception, à midi pile, ce jour-là. Alia Onad lut cette lettre à voix haute en dernier. Elle la lut lentement. Une fois terminée, elle la plia, la glissa dans une enveloppe rigide couleur crème et la tendit à Théa. « C'est bien, » dit Alia. « C'est sincère. Il ne comprendra pas, mais c'est bien. » Inessa acquiesca. Théa la regarda de l'autre côté de la table. « Tu en es sûr ?» demanda-t-elle. « J'en suis sûr. Une fois cette lettre remise, il n'y aura pas de négociation. Il n'y a que de la paperasse. Il essaiera d'appeler. Il essaiera de venir. Il finira par envoyer des gens. Êtes-vous prête ? Je suis prête. » Théa l'observa longuement. Puis elle hocha la tête une fois. « Je suis avocate à Essa depuis 31 ans. J'ai représenté des femmes plus courageuses et d'autres plus en colère. Mais jamais une femme aussi déterminée. » Inessa s'autorisa, pour la première fois depuis qu'elle avait quitté l'allée de Morat, un léger sourire. « Bien, » dit-elle. « Alors, je voudrais une 2e tasse de thé. » Alia Anstad partit à 11h. Théa resta. Elle suivit Anessa le long de l'étroit sentier de pierre derrière la maisonnette, celui qui menait au bord de la falaise et offrait une vue imprenable sur la mer. Pendant un moment, elles restèrent silencieuses. Le vent s'était calmé. Le matin était vif et lumineux, comme seuls les matins côtiers savent l'être. Après une longue pluie, la mer avait la couleur de l'ardoise.
Théa alluma une cigarette. Elle avait arrêté de fumer à 11 heures. Il y a des années. Elle en gardait une dans sa mallette pour des moments comme celui-ci. « Tu ne m'as pas demandé, dit-elle, pourquoi j'ai pris ton cas. Je ne pensais pas que c'était mon rôle. C'est le tien. Tu l'as payé. Tu m'as trop appris pour 200 € la séance. Théa, j'ai toujours su que tu avais une raison. » Thea expira lentamente. La fumée s'éleva en volute au-dessus de la falaise et disparut. Ma suora Inessa Pelait Lisbeth. Elle a épousé un homme en 1993. Il était charmant. Il était riche. C'était le genre d'homme qui ouvrait les portières de voiture et se souvenait des anniversaires. En 1998, il l'avait séparé de tous ceux qu'il aimait. En 2001, il avait retiré son nom de tous leurs comptes communs. En 2004, il avait convaincu qu'elle n'était rien sans lui. Et un mardi de novembre de cette année-là, le même mois où nous sommes aujourd'hui, il est rentré à la maison et lui a dit qu'il la quittait pour une autre. Inessa n'a pas interrompu. Lesbeth n'a pas survécu à cet hiver. Son corps a simplement lâché prise, comme un corps le fait. Quand on porte un fardeau trop lourd depuis trop longtemps. Comme disait ma mère, le cœur peut se briser là où la médecine ne peut rien. Elle aussi avait un carnet. Le sien était rempli de poèmes. Le mien, depuis toujours, est rempli de lois. Théa pris une autre longue bouffée. Quand vous êtes entré dans mon bureau il y a 2 ans à Essa, j'ai su en 10 minutes quel genre de femme vous étiez. Vous étiez la femme que ma sœur aurait pu devenir si quelqu'un l'avait secourue à temps. J'attends depuis 22 ans de secourir une femme à temps. Elle regarda Anessa. Je ne détourne pas le regard. Inessa prit délicatement la cigarette des mains de Théa. Elle ne la fuma pas. Elle la tint un instant, observa la petite braise au bout, puis la lui rendit. « Merci, dit-elle. » Ce furent les seuls mots qu'elles échangèrent pendant un long moment, et cela suffit. Cet après-midi-là, après que Théa fut rentrée en ville, Inessa parcourut la maisonnette pièce par pièce et fit quelque chose de très simple et de très délibéré. Elle ouvrit toutes les fenêtres. La maisonnette était restée fermée pendant 9 jours. Des mois s'étaient écoulés depuis sa dernière visite, sous couvert d'un week-end que sa grand-mère était censée avoir demandé. L'air était pur, mais immobile. Elle ouvrit la fenêtre de la cuisine, celle de la chambre, les 2 fenêtres du salon et la petite fenêtre ronde en haut de l'escalier, qui donnait sur les vergers à l'est. La brise marine traversait les pièces comme une main lente, soulevant les bords de la courte pointe blanche, faisant flotter les pages des livres de sa grand-mère, emportant hors de la maison le dernier vestige invisible de ses 9 années d'absence. Elle se tenait à la fenêtre de la cuisine, les mains sur le rebord. Elle laissa le vent l'atteindre, puis, sans prévenir, sans cérémonie, sans la moindre trace de la dignité qu'elle avait gardée pendant les 14 dernières heures, elle se mit à pleurer. Elle pleurait, le visage enfoui dans ses mains, les épaules tremblantes, le souffle court et saccadé. Elle pleurait pour la femme qu'elle avait été à 25 ans, celle qui était entrée dans une chapelle sur la côte, vêtue d'une robe empruntée, et qui avait cru chaque mot d'un homme. Elle pleurait pour la femme qu'elle avait été. À 30 ans, elle avait cessé d'appeler ses amis, car c'était plus simple que de s'expliquer. Elle pleurait sa mère, morte seule un mardi de mars, tandis que son gendre était à l'étranger avec une autre femme. Elle pleurait les 9 années passées à se rationner comme on rationne le pain en hiver. Elle pleura jusqu'à épuisement. Puis elle se dirigea vers la porte d'entrée du cottage, cette petite porte bleue que sa grand-mère avait peinte elle-même au printemps 1964, et tourna la clé en fer dans la serrure. La serrure était ancienne. Elle émit un cliquetis doux et net, le son d'un objet qui avait longtemps attendu son heure. Elle laissa la clé dans la serrure. C'était sa porte, désormais. Ce serait toujours sa porte. Plus jamais un homme ne la franchirait sans sa permission. Elle entra dans la chambre. Elle s'allongea sur la couette blanche. Elle ne se déshabilla pas. Elle ne remonta pas les couvertures. Elle resta simplement allongée là, bercée par la brise marine qui entrait par la fenêtre ouverte et par la lumière de fin d'après-midi qui caressait son visage. Elle s'endormit avant que les cloches de l'église du village ne sonnent 4 heures. Elle dormit cette nuit-là comme une femme seule, d'un sommeil pur. Et, reniflement, dans une chambre à 3 heures de là, sur Morenès-Lan, Caspian Vorat était assis au bord du lit que sa femme avait quitté, tenant une enveloppe crème rigide qu'un coursier lui avait remise à midi, et il lut la lettre qu'elle lui avait écrite 3 mois plus tôt. Il la lut 3 fois. Après la 3e lecture, pour la première fois en 30 ans, il se prit la tête entre les mains. Le lendemain matin, le monde se mit à tourner autour d'Anessa d'une manière que Caspian Vorat ne put arrêter. À 8 heures, Tibrouzard entra au tribunal régional de Storil et déposa la requête en divorce, l'action civile en restitution. Et un 3e document auquel ni Caspian ni Anouk Veurier ne s'attendaient. Une demande de gel d'urgence sur 6 comptes commerciaux, 3 biens immobiliers et une licence maritime. La signature d'Inessa en tant que cotitulaire,
Un droit que Caspian pensait qu'elle n'utiliserait jamais. La juge qui examina la demande s'appelait Even Marchaud. Elle connaissait Théa depuis 19 ans et connaissait vaguement Caspian Vorat depuis un peu plus longtemps. Rire. Elle accorda le gel en 40 minutes. À 10 heures, le gel était effectif. 3 des réunions matinales de Caspian tombèrent à l'eau avant midi. Un chargement prévu au port de Saint-Aurel cet après-midi ne partit pas. Un homme à Lyon, qui attendait un virement à midi, ne le reçut pas. Un autre homme, dans une pièce à l'arrière d'une 3e ville, passa un coup de fil auquel Caspian ne répondit pas. À 11 heures, Caspian appela son propre avocat, un certain Bertrand Coulisses, qui gérait les affaires de la famille depuis 20 ans. Bertrand écouta pendant 90 secondes. Puis il demanda très doucement, « Caspian, qui est son avocat ?» Thea Broussard. Un long silence suivit au téléphone. « Bertrand, vous êtes là. »« Je suis là. »« Caspian, écoutez-moi attentivement. Je ne peux pas vous représenter dans cette affaire. »« Quoi ? Je ne peux pas vous représenter dans cette affaire. Théa Brassard ne perd jamais. Je l'ai vu mettre fin à 3 mariages plus importants que le vôtre et à une carrière plus brillante que la mienne. Si j'accepte cette affaire, je perdrai, et je perdrai publiquement. Et je perdrai d'une manière qui nuira à tous mes autres clients. Je suis désolé, Caspian. Vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre. » Bertrand Recrocha. À midi, 2 autres avocats lui avaient tenu le même discours. À 13 heures, Caspian Vorat comprit, avec la lenteur et la froideur d'un homme qui voit une porte se fermer du mauvais côté, que sa femme ne l'avait pas quitté par faiblesse. Elle l'avait quitté en plein travail d'élaboration. Un travail de longue haleine. Il n'avait simplement pas été invité à en voir les plans. Pendant ce temps, au chalet sur la falaise, Inessa pétrissait. De la pâte. Elle n'avait pas fait de pain depuis 9 ans. Caspian n'aimait pas l'odeur de levure dans la maison. Il disait que c'était un plat de paysan. Elle avait acquiescé à l'époque, comme elle avait acquiescé à tant d'autres choses, puis elle avait discrètement cessé de faire du pain. À présent, elle se tenait devant le plan de travail, les manches retroussées jusqu'au coude, les poignets farinés, le vieux saladier en bois de sa grand-mère devant elle, et elle pétrissait la pâte pendant 40 minutes avec la satisfaction sereine d'une femme retrouvant une langue qu'elle n'avait pas prononcée à voix haute depuis longtemps. La pâte leva, elle la fit cuire. La chaumière s'emplit de l'odeur du pain chaud et du vent salé, et Anessa Marcassen, qui était redevenue son nom légal sur tous les documents importants, reniflement, était assise à la table de la cuisine avec une tranche de pain, une tasse de thé et un carnet ouvert à une page blanche. Elle écrivit une ligne en haut de la page. « Ce que je veux faire ensuite. » Elle laissa le reste de la page vierge. Elle avait du temps maintenant. Elle n'avait que du temps. Dans les jours qui s'ensuivit un bouleversement mondial, à une vitesse qui surprit tout le monde, sauf Tibroussard. Le gel des comptes commerciaux fut maintenu. L'organisation de Caspian, qui avait fonctionné pendant 24 ans en partant du principe que l'argent circulait quand il le décidait, découvrit que ce n'était pas le cas lorsqu'une signature de magistrat en décidait autrement. 2 de ses plus anciens associés commencèrent discrètement à tenir des réunions sans lui. L'homme de Léon, qui n'avait pas reçu son télégramme, cessa de répondre aux appels de Caspian. Annuc Verrier, qui l'attendait à l'appartement rue Rude-de-la avec sa propre valise et une robe achetée pour l'occasion, apprit 4 jours plus tard que l'homme pour lequel elle avait accepté de tout quitter n'était pas celui qu'on lui avait promis. Il n'était pas libre. Il était en réalité en plein cœur de la procédure judiciaire la plus coûteuse et la plus médiatisée de sa vie d'adulte. Elle quitta l'appartement le 5e jour. Elle ne laissa aucun mot. Seulement une clé sur la table près de la porte. Caspian arriva à l'appartement ce soir-là et le trouva vide. Il s'assit sur le canapé. Il enleva son manteau et fixa la clé pendant 1 heure. Puis il se leva, alla à la fenêtre et regarda par-dessus Rude-de-la, vers le petit café d'en face où, 9 ans plus tôt, il avait rencontré Anessa Marcus lors de leur premier rendez-vous et avait décidé de l'épouser. Il ne pleura pas. Il n'avait pas pleuré depuis l'âge de 7 ans, dans une cuisine près de Marseille. Mais il resta longtemps à la fenêtre. Et dans le village, à 2 kilomètres du chalet, Alia Anstad ouvrit sa boutique un mardi matin et trouva Inessa Marcassen sur le seuil, un pain enveloppé dans un torchon propre et un petit bouquet de romarin cueilli dans la haie à la main. « Pour tes abeilles, dit-elle, le pain est pour toi. » Alia prit le pain. Elle regarda Anessa longuement. « Tu as changé, dit-elle. Je me sens différente. Tu as l'air d'une femme qui a retrouvé son nom. »« C'est vrai, dit Inessa. Je me souviens de tout. » 6 mois plus tard, un mardi de mai, la petite porte bleue du chalet était ouverte. Le soleil du matin brillait et Anessa Marcassen était à genoux dans le jardin, plantant des tomates. Elle portait une vieille chemise en lin ayant appartenu à sa grand-mère et un pantalon en toile acheté au marché du village. Ses cheveux couleur sable étaient tressés en 3 brins réguliers. Comme sa grand-mère le lui avait appris à 7 ans,
et ornée d'un fin ruban vert choisi par elle-même le matin même. Ses mains étaient couvertes de terre, le soleil lui caressait la nuque et une bouilloire sifflait doucement sur le poêle de la cuisine, par la fenêtre ouverte. Le cottage n'était plus un simple cottage. Dans la petite grange attenante, qu'Anessa avait restaurée pendant l'hiver avec l'aide de 2 sœurs du village, se trouvait désormais un atelier d'une seule pièce avec une longue table en chêne, 6 chaises, une bibliothèque murale et une presse à imprimer ayant appartenu à un poète bordelais, décédé sans héritier. 3 après-midi par semaine, Anessa enseignait à un petit groupe de femmes comment lire des contrats, retracer des actifs et disparaître sans laisser de traces. Ces cours étaient gratuits. Ils étaient financés par une petite fondation qu'elle avait créée grâce à une partie de l'indemnisation, une fondation qu'elle avait nommée en l'honneur de sa mère. Les 6 premières femmes lui avaient été recommandées. Les 16 suivantes étaient venues d'elles-mêmes. Il y avait désormais une liste d'attente. Tibrouzard descendait de la ville le premier week-end de chaque mois. Elle apportait du vin, des dossiers et son propre carnet. Et elle et Enessa s'asseyaient dans la cuisine, près de la bouilloire en cuivre, et parlaient pendant des heures des femmes qu'il fallait aider à temps. Alia Anstad venait tous les jeudis avec le miel de ses abeilles. La petite voiture noire qu'Inessa avait achetée 11 mois avant la fin de son mariage était maintenant garée au bout du chemin, les fenêtres ouvertes la plupart du temps, car l'air au bord de la falaise était pur. Ce matin de mai, alors qu'Inessa était agenouillée dans le jardin, les mains dans la terre chaude, une berline sombre ralentit en haut du chemin de pierre. Elle ne descendit pas. Elle s'arrêta au portail, à une trentaine de mètres du chalet, et le conducteur coupa le moteur. Du jardin, Inessa put distinguer la silhouette d'un homme. Assise au volant, elle ne pouvait distinguer son visage à travers les reflets du soleil matinal sur le pare-brise, mais cela lui importait peu. Elle connaissait sa silhouette. Elle la connaissait depuis 9 ans. Elle ne se leva pas. Elle continua de planter. Elle déposa délicatement un autre plant de tomates dans la terre, tasse la terre autour de ses racines avec ses pouces et attrapa le petit arrosoir à côté d'elle. Caspian Vorat resta longtemps assis dans la voiture. Il avait vieilli en 6 mois, depuis leur dernière rencontre. L'effondrement juridique lui avait coûté 3 de ses plus gros contrats, 2 de ses plus anciens associés et ce qu'il pressentait être le dernier vestige de la réputation de son père. Il n'était pas ruiné. Les hommes comme Caspian ne sont jamais ruinés, mais il avait été diminué. Comme une pièce diminue lorsqu'on enlève enfin le plus gros meuble et que ses dimensions deviennent justes. Il était venu au chalet sans raison particulière. Il n'avait pas apporté de fleurs. Il n'avait pas apporté de lettres. Il avait simplement conduit. Comme un homme conduit quand il a faim. Il avait compris quelque chose qu'il aurait dû comprendre depuis longtemps, et il s'était arrêté au portail car aller plus loin aurait été une sorte de violation qu'il ne voulait plus commettre. À travers le pare-brise, il l'observait dans le jardin. Il observait ses mains se mouvoir dans la terre, sûres et posées, les mains d'une femme qui savait où elle était. Il la vit se lever, puis marcher jusqu'au banc de pierre près de la petite porte bleue, poser le panier de fraises sur sa hanche et s'arrêter un instant, le visage tourné vers la mer. Elle souriait. Un sourire discret. Pas pour lui. Pas pour personne. C'était le sourire d'une femme seule dans son jardin, sur sa terre, dans son deuil, avec un panier de fruits qu'elle avait cultivé de ses propres mains. Caspian Vorat comprit enfin ce que sa mère avait compris 40 ans plus tôt dans une cuisine près de Marseille. Certaines femmes ne partent pas parce qu'elles ont le cœur brisé. Certaines femmes partent parce que leur cœur est enfin entier, et une forteresse n'est pas un lieu pour un cœur entier. Il resta assis dans la voiture 1 minute de plus. Il posa une seule fois la main, très légèrement, sur le volant. Il ne sortit pas. Il ne l'appela pas. Il comprit que sa présence ici serait le dernier cadeau qu'il pourrait lui refuser. Il démarra le moteur. Il fit demi-tour en haut du chemin de pierre. Il reprit la route vers la ville, dans la longue et lumineuse matinée, sans se retourner, car se retourner était le propre de ceux qui croyaient encore avoir quelque chose à quoi revenir, et Caspian Vorat n'y croyait plus. Inessa, dans le jardin, ne se retourna pas pour le regarder partir. Elle avait entendu le moteur. Elle savait depuis une trentaine de secondes qu'il était arrivé au portail. Elle entra dans la chaumière, le panier de fraises à la hanche. Elle posa le panier sur la table de la cuisine. Elle prit la bouilloire sur le feu, se versa une tasse de thé et la rapporta dehors, sur le banc de pierre, où le soleil était maintenant chaud et où le romarin commençait à fleurir. La mer respirait au pied des falaises. Les abeilles butinaient le romarin. Quelque part dans la chaumière, une petite porte bleue était ouverte sur le matin, et une clé attendait fidèlement dans sa serrure, comme le font les clés quand la porte appartient à quelqu'un. Enfin, et entièrement à celle qui l'avait tournée. Elle but son thé. Elle ferma les yeux. Elle avait tourné la page. Elle avait tourné la page 24 heures après son départ. Et elle tournerait la page chaque matin pour le restant de ses jours. Car tourner la page, elle l'avait appris,
n'était pas un acte isolé. C'était un lieu qu'une femme se construisait. Et elle était déjà chez elle.